on souhaite la bienvenue à Gérard Filoche, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir à Moissac ce soir, depuis la région parisienne. Gérard, tu es déjà venu dans le Tarn-et-Garonne à 3 reprises, il me semble, à Montauban, c'est ça, à la Maison du Peuple. Tu es, je crois qu'on peut dire, un militant de gauche depuis toujours. Tu as été successivement prof de philosophie, conducteur de train, c'est ça? Oui. Tu me fais peur là, si tu inspecteur du travail, surtout. Tu es connu comme inspecteur du travail. Tu as eu ta première carte à la CGT en 1963. Donc tu es un militant de gauche de toujours. Au niveau des organisations politiques, tu as été membre de la JCR, ensuite de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, et en 1994, tu as rejoint le Parti socialiste, et tu as fait partie pendant 20 ans de l'équipe de direction du Parti socialiste. Et en 2018, tu as décidé de quitter le Parti socialiste et de créer un nouveau mouvement qui s'appelle la gauche démocratique et sociale. Donc vous avez un stand à l'entrée à côté du stand de Nouvelle Amphi. Tu as écrit près de 40 ouvrages, notamment Macron ou la casse sociale, également un plaidoyer contre le racisme et l'antisémitisme. Et récemment, tu t'es lancé dans la rédaction de Polar. Tu as écrit 3 polars et vous les avez en vente à l'entrée si vous voulez. Tu es un militant de l'unité de la gauche, car on sait très bien que sans unité, rien n'est possible. Sans unité de la gauche, rien n'est possible. Tu vas essayer de nous le montrer ce soir à travers l'exemple de la Révolution portugaise. Tu étais sur place lors des événements en tant que dirigeant politique de la LCR à l'époque. Tu écris dans ta préface: sans étudier l'histoire, on n'a pas d'avenir conscient. Il ne faut pas faire table rase du passé, il faut s'en inspirer. Ceux qui vont prendre la peine de lire ce livre vont se frotter les yeux. Je te cite: c'est une révolution qui est en tout point actuelle et riche d'enseignements pour qui vit et milite dans la France de 2024. Merci Gérard d'être là ce soir. Voilà, bonsoir et merci de votre présence. Donc je vais présenter très rapidement l'association Le Nouvel Amphi, qui existe depuis 2020 sur Moissac, qui se veut un lieu de rencontre culturelle, interculturelle, intergénérationnelle et participatif. Voilà, vous dire en 2 mots ce qu'on fait. Et donc c'est dans ce cadre-là et dans la volonté de pouvoir permettre à des gens d'avoir des initiatives que nous avons accepté que Julien, effectivement, organise cette soirée avec nous pour la population du secteur, ce qui est un gros apport. Voilà, au niveau du Nouvel Amphi, donc c'est une association qui programme du spectacle vivant. Voilà, essentiellement des concerts, mais aussi de la danse, ça peut être des mimes, ça peut être du théâtre, selon les opportunités. Ensuite, on a un atelier qui s'appelle l'Amphi citoyen, où on invite les gens à venir débattre sur un sujet. Ensuite, on a un autre atelier qui s'appelle l'Amphi voyageur, où des voyageurs peuvent venir conter leur périple et ils discutent autour de ça. En général, le matin, on fait un atelier cuisine avec des gens du pays et qu'on partage. Voilà, c'est très apprécié. Ensuite, on met en place des ateliers découverte et initiation. L'idée, c'est de rendre accessible au plus grand nombre possible des activités qu'ils peuvent découvrir grâce à ces ateliers basés sur l'intervention de professionnels ou de passionnés. Donc la semaine qui vient, c'est la première semaine des vacances scolaires, donc on fait ces ateliers intergénérationnels. Un sur les percussions, un autre sur la couture créative, comment transformer ses vêtements, un autre sur comment imprimer avec des végétaux, un autre sur des fanzines qui nous viennent du Brésil avec une artiste. On verra le programme à la sortie. Donc là, je crois qu'actuellement, on en a à peu près 70. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est que quelqu'un présente un domaine
connaît particulièrement bien, et qu'ensuite il est mis en pratique. Voilà, et ensuite on organise, quand c'est possible, aussi des sorties sur l'extérieur de Moissac, puisque bon, il y a pas mal de gens qui n'ont pas de voiture, et que la mobilité est un gros problème sur le secteur. Et donc on va en général sur des concerts, des expositions qui sont sur les villes environnantes. Voilà, et d'autre part, on organise aussi des temps de repas, voilà, parce qu'il y a une forte demande au niveau de la convivialité. Voilà. Et donc, cette soirée se situe entre l'amphi voyageur, puisqu'on va partir au Portugal, et l'amphi citoyen, puisque c'est aussi en tant que citoyen que l'expérience est décrite. Et voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une demi-heure de présentation qui sera suivie par un dialogue avec la salle. Donc pour les personnes qui veulent adhérer à notre association, la soutenir, bon, l'adhésion est à 10 € et à partir de 2 € pour les faibles ressources. Voilà, et on intervient pour en général sur Moissac où on résiste. Voilà, allez, à Gérard. Je prends celui-ci. Merci à vous deux, c'est vous qui me faites honneur en m'invitant et en me présentant de cette façon chaleureuse. Moi je suis un fils d'ouvrier, j'étais ouvrier moi-même. Quand j'étais inspecteur du travail, j'ai fait le compte une fois, 9000 entreprises à peu près, en 30 ans. Tout corps plongé dans une entreprise reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Donc ça m'a fortement influencé pour continuer à militer à l'âge de 78 ans, alors que j'avais dû commencer vers l'âge de 17 ans, 16 ans. Et je dis toujours que je défends le salariat. Ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ils cherchent à la vendre le mieux possible. Et les patrons, en général, cherchent à l'acheter le moins cher possible. Je dis toujours, quand vous bossez pour un patron, c'est pas lui qui vous paye, c'est vous. Parce qu'il fait forcément du profit sur votre travail, sinon il n'y aura pas d'entreprise. L'entreprise est un lieu pour faire du profit. Et s'il ne fait pas de profit, d'ailleurs, il met la clé sous la porte. Donc réfléchissez bien, vous travaillez, il achète votre force de travail, et il fait du profit dessus, c'est vous qui le payez. C'est une idée qui fut importante ici et au Portugal. C'était ma transition pour commencer. Je dois parler du Portugal, mais alors on est le 4 avril, il y a 50 ans, replongez-vous. Alors je vois dans la salle des gens qui ont la mémoire et d'autres qui ne l'ont pas. Et pourquoi ? Parce que c'est la révolution après mai 68 en Europe qui a été la plus importante. Figurez-vous qu'en 2 ans, du 25 avril 1974 au 25 avril 1976, il y a eu 6 gouvernements provisoires, 18 fois mai 68, un triumvirat, une armée décomposée, des comités de quartier, des comités d'usine, des comités dans les fermes, et un peuple mobilisé comme ça n'est arrivé nulle part dans le dernier demi-siècle. Et c'était dans un tout petit pays. Portugal était à l'époque 8 millions et demi, 9 millions d'habitants. Pour vous comparer, et je ne fais pas la comparaison au hasard, c'est le même nombre d'habitants qu'au Chili, ou le même nombre d'habitants qu'à Cuba. Parfois on disait, pendant la Révolution portugaise, la presse en France disait c'est le Cuba au bout de l'autoroute du Sud. Voulant signifier que c'était une grande explosion dont on ne savait pas les devenir. Le journal Le Nouvel Observateur avait fait un dessin très joli où il y avait Marx, Engels, Lénine, Trotsky qui se penchaient sur un microscope. Il y avait une carte du Portugal et ils cherchaient à comprendre qu'est-ce qui se produisait. Et évidemment, ça a soulevé, vous vous rendez compte, 2 années de révolution avec 6 gouvernements provisoires, avec toutes les questions posées, politiques, économiques, historiques, sociales, la nature de l'État, tout ça. C'est extraordinaire comme école. C'est pour ça que je dis, il faut étudier, parce que si on étudie, on apprend quelque chose, et j'espère que je vais pouvoir vous le communiquer ce soir, quelque chose qui est actuel. C'est pas seulement pour le plaisir de faire l'histoire, mais il faut faire l'histoire. Il y a trop de gens qui disent « Oh, on s'en fout du passé ». Non.
Occupez-vous du passé, fouillez le passé, vérifiez le passé, apprenez du passé, lisez le passé. Parce que si on veut faire mieux, il faut partir de l'histoire. C'est pour ça que... Alors pourquoi moi je me suis intéressé au Portugal? Je dois vous le dire en introduction aussi. Je suis un militant en Normandie, Sotteville-Lhermont, en mai 68. Et mai 68, c'est une période dont je ne vais pas pouvoir parler, mais où les gens apprennent plus parfois en 3 jours qu'en 3 semaines, et en 3 semaines qu'en 30 ans. Parce que les grandes crises comme ça, tout le monde apprend. Vous savez, il y a des gens, ils ne prennent pas un tract quand vous êtes militant, ils ne vous prennent pas. Et puis, dans une période comme mai 68, ils disent « t'as pas de tract ?» Avant, vous leur proposez une carte syndicale, ils ne veulent pas la carte syndicale. En mai 68, bah t'as pas de carte. Et donc, les gens apprennent et se disent « qu'est-ce que j'ai perdu comme année? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc possible de changer le monde. » Et ils ont tous envie. Ils font tous des bonds en avant. Ils sont tous solidaires, collectifs, éveillés. Et j'ai vécu ça en mai 68. Et quand ça est arrivé au Portugal, je me suis dit, regarde, Gérard, regarde. Il est en train de se passer la même chose que ce que tu as vécu 6 ans plus tôt. Alors, il faut bien cerner. 1974, 6 ans après 68, 6 mois après le coup d'État au Chili d'Allende, et 6 ans aussi après les chars en Tchécoslovaquie. D'accord? Vous êtes dans une période où c'est Brejnev en Russie. Vous avez des batailles, ça c'est plus l'actualité, entre la Chine et la Russie. Mao Tse-tung considère que ceux qui dirigent la Russie, c'est des nouveaux tsars. Et il y a une quasi-guerre dont je parle parce qu'elle va se répercuter au Portugal. Vous aurez des courants maoïstes comme il y en avait en France, vous aurez des courants trotskistes, vous aurez des courants socialistes, vous aurez des courants communistes. Et tout ça explose il y a 50 ans pratiquement, le 25 avril. Il y a une chanson qui passe à la radio, Grandola Villa Morena, et cette chanson est le signal de l'éruption de l'armée qui se soulève contre la dictature de Salazar et de Caetano. Alors un mot sur cette dictature, c'est une des plus épouvantables de l'Europe, pendant 40 ans. Le gars, il s'appelait docteur Salazar, il était un vrai abruti, entre nous, qui a régné avec une poigne de fer. Il avait un principe, c'est qu'un État, c'est comme un ménage. Vous croyez entendre parler Bruno Le Maire. Un État, c'est comme un ménage, il ne doit pas avoir de déficit ni de dette. Et il appliquait la règle d'or d'Angela Merkel et de Schäuble, je prononce toujours mal, mais qui dit il ne faut pas avoir de déficit, il ne faut pas avoir de dette. Et il a fait ça pendant 40 ans, avec l'escudo, c'était la monnaie portugaise. Et l'escudo, il disait il ne faut pas qu'il manque un escudo dans la caisse à la fin de l'année. Et du coup, il fermait les écoles, les hôpitaux, il investissait rien, et avec la règle ni dette ni déficit, c'est bien actuel mon sujet, avec la règle ni dette ni déficit, pendant 40 ans, il a fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Le taux d'alphabétisme était absolument considérable, le taux d'illettrisme l'était également, l'espérance de vie était très basse, et tout ça était tenu par une police politique féroce. Il y avait 200 000 mouchards à pointer pour une population de 8,5 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Et le système, c'était la délation. Vous disiez quelque chose contre votre voisin qui l'avait dit, et bien vous receviez de l'argent. Donc le système était un système d'encourager la délation, les mouchards, et après vous vous retrouviez en prison, et les méthodes étaient extrêmement brutales, la torture était courante, et la répression, la violence de la répression maintenait une chape de plomb sur l'ensemble du pays pendant 40 ans. 40 ans. C'était un régime affilié à Franco, à Mussolini, il était affilié à, comment s'appelait, Hitler, bien sûr. C'était un régime fasciste, alors pas avec les mêmes décorums, encore qu'il prenait bien des aspects de la propagande fasciste, et ils exigeaient que la totalité des gens se tiennent, par exemple, par rapport à l'Église. L'Église était totalement réactionnaire là-bas. Il n'y avait pas de courant progressiste ou autre chose. Et vous aviez par exemple Notre-Dame de Fatima, pour ceux qui connaissent, c'était la Notre-Dame de Lourdes, je ne sais pas, de là-bas, et elle avait été inventée pour dénoncer la place rouge à Moscou. Et c'était la place blanche.
et des dizaines de milliers, centaines de milliers même, des rassemblements annuels, où les paysans allaient à genoux jusqu'à la place Blanche pour célébrer Notre-Dame de Fatima, dans une estade de propagande anti-rouge, anti-bolchevique, anti-communiste. Et vous voyez ce que ça peut fabriquer pendant 40 ans dans un pays, d'autant plus que ce pays vivait essentiellement sur les colonies. Et les colonies, c'était le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, le Timor, et puis une série de comptoirs. C'était un vrai empire, alors que le Portugal lui-même n'avait plus les capacités ni de le gérer, ni d'y maintenir l'ordre. Et donc les mouvements de libération nationale dans les années 60, comme ça s'est produit sur toute la planète, se développaient en Angola, en Mozambique. Vous voyez à peu près la chronologie. Tous les pays africains sont en train de demander leur indépendance. L'Algérie l'a obtenue en 1962. Et le Portugal, lui, continue à maintenir une férocité coloniale terrible. On coupe les mains, on coupe les bras, on coupe les têtes, on torture, on exécute, femmes, enfants, etc. D'ailleurs, la violence du régime colonial est telle qu'elle suscite une violence en face qui est elle-même tout à fait considérable. C'est-à-dire que quand les gens se soulèvent, ils tuent toutes les familles. Le FLNA a des débuts extrêmement violents, le Frelimo en Mozambique également, et c'était des vraies guerres coloniales terrifiantes qui se produisaient, et que la dictature, à partir des années 60, n'arrivait plus à enrayer. Bon, la modalité de l'ONU, des USA, c'était de dire on ne les soutient plus complètement, parce que jusque-là, Salazar avait été soutenu par les Américains, bien qu'il soit fasciste, il était resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait servi. Si vous voyez par exemple, je vous invite à regarder une petite série qui s'appelle Gloria. Si vous la découvrez dans Netflix, elle est ennuyeuse en partie, mais si vous voulez voir l'atmosphère de l'époque, c'était un centre d'écoute américain dans le sud de l'Algarve, dans les années 50, qui faisait de l'espionnage et qui poussait toutes les radios pour les pays de l'Est de l'Europe, ça vous donne le climat, toutes les radios dites libres, pour déstabiliser le bloc, le glacis de Brejnev et de l'Union soviétique de l'époque. Et vous avez donc Gloria, vous y voyez le rôle de la femme, de la violence, du machisme, de la brutalité, de l'absence de culture, et ça vous donne une idée de ce qu'était la dictature Salazar. Alors, moi j'ai vu une première fois un homme qui s'appelle Mario Soares, qui va devenir président, après deux fois réélu entre 86 et 90. Je l'ai croisé en 1971, j'étais un militant, je l'ai croisé à Rome, mais j'étais un militant et je ne me suis pas fait attention à Mario Soares. Parce qu'à l'époque, on faisait peu attention à ce qui se passait au Portugal. C'était un pays joli, glacé, il n'y avait pas d'espoir là-bas. On pouvait s'intéresser à beaucoup de choses, au Chili, mais pas au Portugal. Et tout le monde considérait que c'était terrifiant que le peuple soit ainsi vaincu, écrasé pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il se soulève. Alors, le soulèvement est venu. Alors, les gens ne l'ont pas vu, il est venu par l'armée. Alors, l'armée qui fait un soulèvement, en général, on se méfie. Il y avait de quoi, d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y avait eu un mouvement de résistance qui s'appelait les Puros contre les Espurios. Les Puros, c'était les officiers, les capitaines, les colonels, qui étaient dans les colonies, qui faisaient la répression coloniale, et qui voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas gagner. Et la dictature a fait des conscrits. Elle a recruté des jeunes pour les envoyer. Mais ils étaient mal formés, mal payés, dans des conditions mauvaises, et les Puros, les officiers, se sont indignés d'avoir des soldats conscrits qui n'étaient pas à leur hauteur, qui étaient des sortes d'intérimaires, stagiaires, et qui ne savaient pas faire la guerre, et ils ont défendu de façon corporatiste, leurs préjugés d'officiers. Alors souvent, on ne sait pas que c'est ça l'origine de ce qui s'est appelé le MFA, Mouvement des Forces Armées. Celui qui a fait le coup d'État du 25 avril 1974. Mais en fait, ces officiers-là ont commencé à s'organiser. Alors, pourquoi je me suis intéressé? Parce que j'avais un ami rouennais, qui était dans la même organisation que moi à l'époque, qui s'appelait Dominique Pouchin, et qui travaillait au journal Le Monde. À l'époque, c'était pas le journal Le Monde, il n'y avait pas tous les réseaux, c'était quelque chose de central. Le journal l'envoie en février 1974 en disant ça bouge dans l'armée au Portugal, on a des informations, veux-tu aller faire un interview? Et il se trouve dans le fond à Lisbonne d'un café avec 3 personnes, des lunettes noires, dans le fond du café, qui disent qu'ils sont à la tête d'un mouvement dans l'armée, le mouvement des forces armées, et qui vont prendre le pouvoir bientôt.
vous êtes journaliste du Monde, vous n'êtes pas sûr de revenir avec conviction. Hein. Vous avez vu 3 gars avec des lunettes noires en dictature qui existe depuis 40 ans, et ils vous disent qu'ils vont prendre le pouvoir. Il se trouve que dedans, il y avait un gars qui s'appelait Bello Koutounès, qui a vraiment pris le pouvoir le 25 avril. Comment l'ont-ils pris? Eh bien, ils ont fait sortir les chars des casernes, et ils ont dit, voilà, le régime tombe. Et ils avaient publié un livre, enfin, sous le nom d'un général qui s'appelait Antonio de Spinola, et le livre en question était sorti en février. Pour une fois, la dictature ne l'avait pas interdit. Je dis bien, pour une fois, hein, parce que la dictature interdisait tout et n'importe quoi. Ils avaient interdit Lénine, Staline et Racine. Vous voyez où était le niveau? Mais ils n'ont pas interdit le livre d'Antonio de Spinola, qui se trouvait être un ancien nazi. Le gars était au service de la Légion de volontaires Portugal pour aller combattre sur le front de l'Est avec Hitler contre les bolcheviks. Tout à fait dans la tradition de la mentalité dominante de la dictature. Et le coup d'État du 25 avril, qui se déclenche avec une chanson, les chars sortent dans la rue et ils annoncent que Antonio de Spinola est le nouveau dirigeant. Antonio de Spinola fait d'ailleurs des communiqués, comme la plupart des officiers qui font le coup d'État, en disant que le peuple ne bouge pas, on s'occupe de tout. Restez chez vous, ne bougez surtout pas, ça n'est fini de l'ancien régime, nous allons changer tout. Mais ne vous en occupez pas. Le 25 avril, les gens sortent dans la rue, regardent les chars, avec un peu de crainte, est-ce qu'ils vont leur tirer dessus s'ils bougent ou s'ils ne bougent pas, et c'est ça le moment le plus important, celui qui mérite le plus de leçons. Parce que vous savez, parfois on est des militants blanchis sous le harnais comme moi, on est parfois, on se dit, ça bouge jamais, hein. Les gens ne sont pas, voilà, on désespère de voir arriver la révolution sociale, quoi. Il y en a nombreux, peut-être sans doute dans cette salle, qui sont avec cet état d'esprit-là. Et là, que s'est-il passé le 25 avril 1974? Un peuple entier qui n'avait pas bougé ou pas pu bouger, qui était réprimé depuis 40 ans, est sorti par centaines de milliers dans les rues de toutes les villes. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les chars? Ils ont sorti des œillets. Du genre, nous tirez pas dessus, regardez, on a des fleurs. Et les jeunes soldats qui étaient là, conscrits ou pas conscrits, Purios ou Espurios, n'ont pas tiré. Et les communiqués tombaient d'en haut, des officiers, non, sortez pas dans la rue, pas de manif. Et les gens s'enhardissaient de plus en plus, et ça a duré 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a eu 18 mai 68 au Portugal. Et là, dès le premier mois, des dizaines, des centaines de milliers de gens, alors le premier geste qui a été fait, c'est de chercher à traquer la police politique. C'est-à-dire tous ceux qui étaient les mouchards, les 22 000 permanents de la police, s'appelait la PIDE, alors ils ont été traqués partout dans les rues. Les gens cherchaient leurs locaux, partout contre les policiers. La deuxième chose, c'est que, est-ce qu'on va avoir des droits politiques? Alors arrive un homme qui avait été 18 fois emprisonné, il s'appelait Mario Soares, mais qui avait fait ses études à Paris, à la Sorbonne, hein, parce que il arrive, c'est le leader du Parti Socialiste depuis 1973. Il a gagné ça dans un congrès en Allemagne, pas au Portugal, en Allemagne. Hein. Et il arrive, il est accueilli, ne riez pas s'il vous plaît, comme Lénine à la gare dans la Révolution russe. C'est-à-dire que les gens viennent féliciter, accueillir Mario Soares, et lui-même s'en étonne d'ailleurs dans ses interviews ultérieures. Et deuxièmement, il y a le dirigeant du Parti communiste portugais, s'appelle Álvaro Cunhal. Alors, Álvaro Cunhal, il faut voir, il a été 25 ans en prison sous Salazar, dans les prisons les plus terribles, comme Péniche. C'était comme Mandela, si vous voulez. Hein? C'était une sorte de camp dans les îles du Cap Vert. Non, je crois que c'était Péniche, mais on discutera après. Et quand Cunhal sort, il a un prestige extraordinaire. C'est un personnage avec un charisme. Il a une crinière blanche. Il est un excellent orateur, etc. Il est prestigieux parce qu'il est quand même connu pour toute la répression qu'il a subie, lui et les autres rares, et pour cause militants communistes. Mais quand il va monter sur un char, ils vont le laisser monter sur un char. Et du coup, il y a un tel débordement dans la rue que le gouvernement, qui s'appelle Conseil de la Révolution, avec Spinola, puis un certain nombre de militaires, à ce moment-là, dont on ne connaît pas les noms, vont les accueillir.
Et alors, il va y avoir, vous savez, 25 avril 74, 1er mai 74. Il y a le 1er mai. C'était interdit sous Salazar le 1er mai, pendant 40 ans. Et là, ils vont être bras dessus, bras dessous, Álvaro Cunhal et Mario Suarez, Parti socialiste et Parti communiste, unis. Et il va y avoir, on ne pourra pas compter le nombre de gens qu'il y aura derrière. Des centaines de milliers, l'unité, c'est la fête, c'est vraiment l'insurrection populaire qui n'était pas prévue. C'était prévu comme une révolution de palais, c'était prévu comme une révolution militaire, mais c'était pas prévu que le peuple allait s'en mêler. Et le peuple s'en est mêlé. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir espoir. Hein? Moi, j'ai 78 ans, je pense qu'il y aura un autre mai 68. Je vais vivre assez longtemps, vous en êtes sûr, comme moi, mais il y aura un autre mai 68. Et quand vous désespérez, pensez à cet événement-là. Au bout de 40 ans, d'un peuple dont on disait qu'il ne pouvait pas bouger, qu'il était le plus opprimé, le plus pauvre, le plus analphabète pratiquement de l'Europe, eh bien, quand la porte s'est entrouverte, quand l'occasion a surgi, alors tout le monde a changé sa conscience et tout le monde s'est mis en mouvement. Et ça, c'est la première, la plus grande des leçons. Ils ne vont pas s'arrêter. Il va y avoir des vagues de grève en juin 74, à l'automne 74, en mars 75, au printemps 75, en juillet 75. Et ça va aller jusqu'en novembre 75, après des crises gouvernementales sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais tout de suite à novembre 75 pour vous raconter cette scène, parce que... Alors, non, je vais raconter une avant. Il y en a une qui est comme dans les films. C'est début 64, du mouvement 74, c'est les ouvriers de la Nislave qui traversent le pont sur le Tage, c'est un pont comme le pont de Normandie, et qui vont passer d'un côté du Tage à l'autre, au cœur de la ville de Lisbonne, et l'ordre va arriver de Spinola et tout ça, en disant non, ils passent pas, ils viennent pas, hein, ils n'arriveront pas à Lisbonne, et vous avez des milliers d'ouvriers qui sont là, et ils approchent au bord de l'armée, les militaires hésitent, on leur donne l'ordre aux militaires, ils passent pas. Et puis les militaires, c'est comme dans... C'est les images d'Épinal, les grandes histoires des révolutions populaires. Ils passent. Les rangs s'ouvrent, et vous avez le film, vous savez, ils vont traverser le pont, les militaires vont leur faire une haie de nord, et l'ensemble des ouvriers de Setúbal arrivent à Lisbonne. Ça, c'est la première image qu'il faut avoir. Et l'image après, à la fin, dont je parlais, le 25 novembre, 75, 25 novembre. Alors, c'est facile hein, dans vos têtes. La révolution, c'est les 25. 25 avril, c'est le coup d'État dit du MFA. 25 avril 75, c'est l'élection de l'Assemblée constituante. 25 avril 76, c'est l'élection de l'Assemblée législative selon les modalités prévues par la constituante. Et il y a un moment dans l'histoire de la montée, parce que toutes les révolutions montent, cherchent une issue, et si elles n'en trouvent pas, ça redescend. Ça, c'est aussi une chose qu'il est très important de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une permanence. Mais en même temps, si la révolution ne va pas jusqu'au bout, elle recule. Il n'y a pas de demi-chemin. Quand on est en route, qu'on est nombreux, qu'on est fort et qu'on est conscient, il faut aller jusqu'au bout du chemin. Si vous n'allez pas jusqu'au bout du chemin, eh ben les autres, ils vous reprennent pratiquement tout ce que vous avez gagné. Et tous les expériences des militants le savent. C'est valable à l'échelle d'une entreprise, c'est parfois valable à l'échelle d'un quartier, d'une région, et à l'échelle d'un pays, évidemment. Et donc là, il va y avoir un tournant entre le 25 avril 74 et le 25 novembre 75. La grève est tellement développée en novembre. Les fermes sont occupées. Les ouvriers du bâtiment, ils sont plus de 100 000, séquestrent le gouvernement. Ils séquestrent le gouvernement. Vous m'entendez bien. Le gouvernement, l'Assemblée constituante est séquestrée. Et les députés ne peuvent même pas sortir sans demander la permission. Et il y a des images. Ils demandent le droit d'aller chercher des fringues propres et de revenir à manger parce que sinon ils n'ont plus rien. Et à ce moment-là, le gouvernement, le 25 novembre, va se mettre en grève. C'est ce qu'on appelle le point culminant d'une révolution. Je vais revenir avant sur tout ce qui précède. Hein. Le point culminant. Et à ce moment-là, il va y avoir un choix. Il n'y a pas de solution politique. Je vais dire pourquoi il n'y a pas de solution politique. Et ensuite, après, il va y avoir une crise dans l'armée. Je vais dire pourquoi il y a crise dans l'armée. Et je vais vous dire aussi pourquoi on ne peut pas avoir d'illusion sur le fait que la révolution vient d'en haut, qu'il y a des hommes, je ne sais pas quoi,
des gourous, des tribuns, des césars, qui à ce moment-là vous apportent une solution. Ne croyez jamais ça non plus. Il y en avait le 25 novembre, ils se sont tout de suite écrasés. Et ça s'est joué au sein du MFA. Disons que celui qui incarnait plutôt l'aile gauche du MFA, je mets ça avec des guillemets, Othello de Carvalho, contrôlait le Copcon, et puis le Rallis, qui était toutes les casernes de Lisbonne. Il avait à peu près 90% des armes, des chars, des régiments. Et puis il est arrivé un petit facho, réellement, comme ça, qu'il faut dire, James Neves. Il s'appuyait sur ceux qui étaient de retour des colonies, qui avaient été devenues indépendantes entre-temps. Et puis, comme il y avait un vide de pouvoir, que le gouvernement était en grève, le James Neves a dit à Othello de Carvalho, si tu ne te rends pas, je te tire dessus. Et Othello de Carvalho avait 90% de l'armée, a dit, oui, bien sûr, entre collègues, on ne peut pas se tirer dessus, je me rends. Et vous avez eu là le dénouement au sein de l'armée, corporatiste, comme si entre collègues de l'armée, on pouvait pas. C'est pour ça qu'on dit souvent, il n'y a pas eu de mort, mais il n'y a pas eu de contre-révolution non plus. Celui qui était censé la porter s'est rendu à celui qui le menaçait, alors que celui qui le menaçait n'avait rien entre les mains pour l'obliger à se rendre. C'est simplement parce qu'il y avait une telle vacance de pouvoir, c'est-à-dire que la force, pendant 18 mois du mouvement des masses sociales, des grèves et des comités de quartier, des comités d'usine, s'était développée, mais n'avait pas d'issue politique. Je vais revenir pourquoi, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi pour nous. Il n'y avait pas d'issue politique, il n'y avait pas de gouvernement, de formule. Il y en avait eu 6, aucun n'avait tenu. Ils avaient tous volé en éclat. Ils avaient même fait un triumvirat pendant l'été juillet 75. Triumvirat, vous vous rendez compte, comme dans la Révolution française. T'es curieux d'ailleurs ce triumvirat parce que l'un de ceux qui composait, Othello de Carvalho, dont je vais reparler, pas en bien d'ailleurs, mais Othello de Carvalho, et du coup avait rien trouvé de mieux que d'aller à La Havane, se faire prendre en photo avec Fidel Castro. Il était revenu avec un cigare genre barreau de chaise à la Guevara, du genre je suis un membre du triumvirat, on est juillet 75 quoi. Mais il ne savait pas quoi faire, il ne voulait pas faire, ne savait pas, n'avait pas de projet politique, il n'y avait pas de parti, de force consciente. Et c'est toujours ça qui manque dans ces cas-là. Et c'est ça qu'il ne faut pas laisser arriver, il ne faut pas arriver à ce manque. Donc 25 novembre, et ben voilà, James Neves a dit à Othello de Carvalho, tu t'en vas, l'autre a dit, oui, finalement on est officiers tous les deux, on ne peut pas se taper dessus, et il va se rendre. Et ça va être une inflexion qui va faire qu'ensuite, d'ailleurs, Othello de Carvalho va être emprisonné, qu'ensuite, après, dans les casernes, ça va être fini, la fête, l'autogestion, le contrôle des officiers, tout ça, et il va y avoir une inversion de la courbe révolutionnaire. 25 avril 74, 25 novembre 75, et comment ça s'est passé entre-temps. Je vais vite, parce que d'abord, je voudrais que vous lisiez mon livre. Il décrit ça avec, dans le détail, mois après mois, et puis après, il y a plein de films. Hein. Il y a à peu près 45 livres qui sont sortis en langue française sur cette révolution. Il y a un film qui s'appelle Les Capitaines d'Avril, que vous pouvez regarder, tout ça. Et c'est des vérités partiales, on peut critiquer un peu tout. Il y a une chose qu'on peut voir avec certitude, c'est que dès le début, autre grande leçon, les gens demandent l'augmentation de salaire, la dignité au travail, la réduction du temps de travail, ils demandent des droits, la liberté, des droits syndicaux, et tout ça se heurte au MFA. Tout ça se heurte dès le début à ce qui restait de l'Ancien Régime. Et Antonio de Spinola, dont j'ai parlé, et qui est mis en scène au début, il comprend rien, ça. Lui, il n'est plus totalement nazi, le gars. Il essaie même de jouer De Gaulle. Du genre, vous êtes derrière moi, c'est moi qui vous ai sauvé, c'est moi qui ai fait le coup d'État. Eh bien, les gens ne veulent rien entendre, il n'y a pas de sauveur dans ces cas-là. Le SMIC, 6 000 escudos. 6 000 escudos. Vous savez, le socialisme vient du ventre. C'est pas ça d'abord un cheminement intellectuel. Le cheminement intellectuel, il accompagne les revendications que le capitalisme engendre et qu'il ne peut pas satisfaire. Je viens de faire un gros truc théorique là, d'un seul coup, mais c'est ça, quoi. Les gens n'avaient rien, ils voulaient du salaire. Ils voulaient la réduction du temps de travail. Ils voulaient des droits syndicaux. 6 000 escudos. 6 000 escudos va être la revendication qui va courir d'avril 74 jusqu'en novembre 75. 6 000 escudos. Oh, c'est 2 000 € aujourd'hui pour le SMIC français. 6 000 escudos. Et les gens vont vouloir ça. Toujours ça. Retenez ça dans toutes les révolutions, si vous me le permettez. Parce que même dans la Révolution française,
tout le monde connaît l'histoire de la nuit des 4 août et l'abolition des privilèges. Sauf qu'à la fin de la nuit des 4 août, il y en a un petit malin qui dit avec rachat. Abolition des privilèges avec rachat. Et après, il va y avoir l'exigence de la loi sur le maximum. On veut un prix maximum pour le pain. Eh ben, ça ne va pas venir tout de suite en Révolution française. Ça vient en 93. Même Robespierre n'est pas pour la loi sur le maximum avant la mi-93. Hein? Et sur la loi, le sans rachat n'arrive qu'en 93. Il faut 4 ans dans la Révolution française pour passer de l'abolition des privilèges avec rachat à l'abolition des privilèges sans rachat. Et la même chose, la loi sur le maximum, il faut 4 ans pour passer de l'exigence de cette loi à l'application de cette loi. Le moment culminant étant fin 93 jusqu'à Thermidor en 94, le retournement de Thermidor. Eh bien, je dis ça parce que la comparaison vaut pour la Révolution portugaise. Les gens vont... C'est bien, les généraux. Vous avez renversé le régime. On ne veut plus ce fascisme qui nous a opprimés pendant 40 ans. On a traqué les policiers de Lapide. Mais on veut satisfaction. On veut à manger. On veut vivre bien. Et quand je dis le socialisme vient du ventre, c'est ça qui l'a emporté de vague de grève en vague de grève. Et en juin 1974, le MFA déjà ne peut plus arrêter les grèves. Et il cède à l'une, il cède aux banques, il cède au transport, il cède à la poste, il cède aux ouvriers de la métallurgie, et il cède aux ouvriers du bâtiment, mais jamais il accorde 6 000 escudos. Les autres disent on veut 6 000 escudos. Et donc, vague de 74, la première en juin, va faire tomber le premier gouvernement. Le deuxième gouvernement, Spinola, s'énerve, il essaie vraiment de faire comme De Gaulle. Il dit, je fais appel à la majorité silencieuse. Vous voyez, le général ex-nazi, arrivé par un coup d'État, qui dit, non, tous ceux qui manifestent dans la rue, c'est pas le vrai peuple. Je sais, le vrai peuple, il est derrière. Il se tait. Je les appelle contre le faux peuple qui exige 6 000 escudos. Bah, évidemment, c'est Spinola qui va perdre. C'est-à-dire que quand il va appeler à la majorité silencieuse, alors même à la différence du mai 68 français, où il y a la fameuse marche sur les Champs-Élysées, là il n'y a rien. Personne ne vient défendre ni Spinola, ni les restes de l'ancien régime. Et donc Spinola est obligé de s'en aller. Il va quand même recommencer un coup d'État en mars. À sa façon, ça suffit, il appelle le reste de l'arriéré des militaires, et puis comme en même temps les colonies vont acquérir l'indépendance, il y a toute une série de Portugais qui reviennent, des pieds noirs, qui reviennent et qui arrivent, et qui eux sont contre le nouveau régime. Ils viennent de perdre leurs biens en Angola et en Mozambique, et les militaires qui étaient encore là-bas sont réactionnaires, et ils viennent appuyer la réaction au niveau de Lisbonne, de Porto, de tout ça, de Coimbra. Et on sent bien les tensions qui montent dans la société entre les besoins, les exigences de classe contradictoires. Et Spinola va se faire absolument balayer définitivement. Il va être obligé de s'en aller du Portugal. Il négocie son départ et tout ça en mars 75. Vous avez déjà presque un an où, par vagues successives, pour les 6 000 escudos, le mouvement est monté et a déstabilisé peu à peu la potentielle dictature, pas dictature du MFA. Et le MFA, ce mouvement des forces armées, est totalement déstructuré intellectuellement, politiquement, et même à part le fait qu'ils sont tous des officiers, et que finalement, entre officiers, on se respecte, ils se tutoient, etc. Mais ils acceptent quand même qu'il y a de la liberté dans les casernes. Du coup, la liberté devient vraiment de la liberté. Les casernes sont en autogestion, les soldats commencent à s'organiser pour contrôler les officiers. Enfin, vraiment, il y a une ébullition intellectuelle, une ébullition littéraire fantastique. Hein. Les gens viennent de sites partout et le monde entier s'intéresse au Portugal à ce moment-là. Moi, je vais vous donner une image juste pour faire un petit break. J'y suis en mars 75, et je suis place du Rocio, et je sors on a pris le petit-déj, et je vois qui sur la place? Simone de Beauvoir. Alors pour moi, j'avais 30 ans, hein. Voir Simone de Beauvoir. Elle était déjà très âgée, elle s'appuyait sur son assistante, et elle était, alors que c'était une grande femme, elle était très, très, très affaiblie, et je l'ai regardée, j'ai toujours gravé sur la rétine Simone de Beauvoir. Je n'ai pas vu Jean-Paul Sartre qui était allé. Mais tous les intellectuels d'Europe allaient là-bas.
Et tous les journaux parlaient que de ça. Et du monde entier. Aujourd'hui, c'est oublié, on ne raconte pas ça, sauf mon livre. Mais si c'est pas TF1 qui va faire de la pub pour mon livre, hein, vous remarquerez que j'en fais parce que c'est un travail d'écriture, de lecture, de recherche que j'ai fait à cette époque-là. Je l'ai fait parce que pour moi c'était un mai 68, j'en avais vécu un, il y en avait un là-bas, fallait que j'aille voir, fallait que je m'y intéresse. Et pendant 2 ans, j'ai suivi chaque phase. J'ai écrit des dizaines, des centaines d'articles. J'ai suivi tous les événements les uns après les autres. Quand on arrive en mars 75, Spinola est balayé et il va y avoir des élections. Celle de l'Assemblée constituante. Alors, vous avez tous peut-être une mémoire, mais l'Assemblée constituante, c'est un événement dans l'histoire d'un peuple. Et il s'agit de faire une constitution après 40 ans de dictature où il n'y en avait pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très curieux. L'extrême gauche va s'opposer aux élections. Moi, spontanément, je regrettais déjà d'avoir crié élection trahison en mai 68. Hein, quand vous avez la force d'un mouvement social, il ne faut pas dire élection trahison, il faut dire les élections doivent correspondre au mouvement social. Vous les exigez et vous faites que vous les gagnez en vous appuyant sur l'insurrection, la conscience des gens. Alors le débat existe. Le journal Libération, que vous connaissez tous, vient juste de se créer. On est en 1974. Serge July, que vous connaissez sans doute, est dirigeant de Libération. Vous savez ce qu'il écrit? Il ne faut pas d'élection. Il faut des comités, des comités de quartier, de tout ça. Il faut l'insurrection, il faut des soviets, mais pas d'élection. Parce que les élections vont embourgeoiser la révolution. Et vous avez le MFA qui lit ça. Et vous avez des officiers de gauche du MFA, qui n'ont pas beaucoup de jugeote, mais qui disent, bah oui, non, on les tient quand même, les élections. Mais ils vont se débrouiller pour qu'elles n'aient pas de sens. Ils vont faire un pacte MFA, peuple, contre la Constitution. Ils vont dire que les élections vont avoir lieu, mais qu'elles n'auront pas de valeur. Et que c'est le MFA qui continue à diriger comme s'il n'y avait pas d'élection. Et ils vont aller plus loin. Ils vont imaginer qu'il y ait une conscientisation du peuple par le MFA. Vous voyez, ils se déguisent en militants armés qui vont aller dans les campagnes, dans les usines, et dire au peuple ce qu'il faut faire. Et donc ils vont conscientiser le peuple. Vous voyez les gens arriver qui disent qu'est-ce que c'est que ce militaire là, il vient me dire ce qu'il faut faire dans ma boîte, moi je connais, je me suis déjà débarrassé du petit chef, je voudrais qu'on travaille comme ci, comme ça, lui il n'en sait rien, il sait même pas, il connaît rien ni au droit du travail ni autre chose, et le militaire arrive, ils essaient de conscientiser les gens. Et alors, ils vont même faire pire le MFA, ils vont inventer, pour vous dire quand même, une soviétisation du Portugal. Alors il y a des soviets partout, soviets dans les villes, soviets dans les régions, dans les usines, dans les départements, dans les quartiers, avec un militaire dans chaque soviet. Pour être sûr que ça marche. Vous voyez le système, quoi. Mais ils font un document, hein, ils font un congrès du MFA, et ils font les statuts des soviets portugais. Vous voyez, là, je traduis à peine les choses, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il y a beaucoup de réunions, c'est pas des soviets, c'est pas des... Mais il y a quand même des réunions partout, hein. Elles changent parfois de figure, selon l'heure de la journée où elles se réunissent. Vous avez des coups où les socialistes sont là, des coups où les communistes sont là, des coups où l'extrême gauche est là, et l'extrême gauche se développe considérablement. Il va y avoir des manifs l'extrême gauche jusqu'à 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Moitié maoïstes et moitié gauche. Bon. Et attention, hein, les maoïstes de l'époque, ils dénonçaient les nouveaux tsars du Parti communiste portugais. Hein, c'est-à-dire que ça clivait au milieu ceux qui se retrouvaient aux élections en majorité, parce que le 25 avril 1975, le premier vote depuis 40 ans, le MFA appelle à ne pas voter. Le MFA, ne votez pas. Peuple et le MFA, ne votez pas. Votez blanc. Et les gens votent. Ils n'ont pas voté depuis 40 ans, ils vont voter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils votent PSPC. Ils votent une majorité pour le Parti Socialiste et pour le Parti Communiste. Normalement, je dis bien normalement, il aurait dû y avoir un gouvernement PSPC correspondant à ce vote. Mais comme le MFA dit non, 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 c'est le Conseil de la Révolution qui continue à diriger. Évidemment, ça ne se fait pas. Et le MFA va continuer à prendre les décisions, à arbitrer les choses, à tel point que ça va laisser, comment dirais-je, les choix politiques s'éclater, et que la division va se faire
au sein des partis de gauche qui viennent d'avoir une majorité. Au lieu de réclamer un gouvernement PS-PC, eh ben, ils vont se tirer, comme on dit, la bourre. Hein. Le Parti communiste, attention, le Parti communiste portugais, il y a des militants communistes, je ne veux choquer personne, mais on est en 74. Hein. Si j'utilise le mot stalinien, ne soyez pas choqués, car il l'était. Je suis allé dans des meetings où il y avait Álvaro Quiñuel, 10 minutes, URSS, 40 000 personnes. Après c'est Cunhal. Après c'est Assim sévère ou farce du PC. Ainsi se voit la force du PC. Alors, quand vous avez un meeting, 40 000 personnes qui crient « Ainsi se voit notre force », c'est sûr qu'elles ne sont pas tournées vers l'ouverture, la conquête de millions de gens qui sont autour et qui n'y sont pas. Et donc vous avez là des chocs qui se produisent, et ça va éclater, et c'est intéressant pour nous aussi à étudier, sur la question d'un journal qui s'appelle Republica, qui est une sorte de journal difficile à comparer complètement, Quotidien de Paris, ou bien peut-être Libération, enfin bon, c'est un journal qui existait, et qui après la dictature de Salazar et de Caetano, a été repris en main par des gens qui étaient plutôt favorables au nouveau régime, et à la constituante, et qui dirigeaient ce journal. Et les ouvriers du livre. Alors là, en France, c'était en même temps, pour ceux qui se souviennent, le combat des ouvriers du livre. J'ai été ouvrier du livre 2 ans. Le combat des ouvriers du livre contre Hersan, pour ceux que ça se dit quelque chose, à Maury. Et il y avait des rodéos où ils jetaient les journaux dans Paris pour les empêcher de les distribuer tant qu'il n'y avait pas un accord syndical. Voilà. Et bien en même temps, au Portugal, il y a l'affaire républicaine où les ouvriers du livre ont des revendications. 6 000 escudos, nous voulons travailler dans les conditions correctes, respectez-nous. Et où ça passe la lutte pour les revendications sociales des ouvriers du livre à nous contrôlons le contenu du journal. Ah, ben, si vous contrôlez le contenu du journal, alors à ce moment-là, tout le monde se dresse, liberté de la presse. Et donc là, tous les fantasmes se détruisent. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Ça s'appelait les boatos, les rumeurs. Et les rumeurs circulent, et il y en a partout. Ils veulent faire un coup d'État de Prague. Alors, c'était pas un coup d'État de Prague, c'était un coup d'État de Lisbonne. Mais c'était le PC qui voulait prendre le pouvoir à travers la presse, de force, à partir des ouvriers du livre. Et il est sorti même un faux, qui s'appelait le faux Ponomarev. Ponomarev était un des ministres de Brejnev, et qui aurait soi-disant fait un plan pour prendre le contrôle de Lisbonne. Vous voyez le genre. Et à ce moment-là, les US n'ont rien d'autre à faire que d'envoyer comme nouvel ambassadeur au Portugal celui qui avait fait le coup d'État contre Allende. Donc vous avez le coup de Santiago contre le coup de Prague, les rumeurs, avec ils veulent saisir la presse. C'est-à-dire que tout, au lieu de parler des 6 000 escudos, des revendications sociales, du droit syndical, des conditions nouvelles de logement, des conditions nouvelles de travail, etc., tout devient enflammé par une querelle internationale qui traverse et occulte en grande partie le mouvement social. Et du coup, il va se diviser encore plus. Et le Parti socialiste, Soares, dit « Nous sommes du côté de la direction de Republica ». Cunhal dit « Oh, doucement, de toute façon, nous ne sommes pas pour une révolution socialiste aujourd'hui, nous sommes pour une révolution, un bloc avec la bourgeoisie », car telle était la théorie du Parti communiste portugais, qui faisait partie, vous savez, parfois en théorie, les mots ont un sens qu'on les oublie. Mais le stalinisme, c'était le socialisme dans un seul pays. Évidemment, c'était une impasse absolue. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Vous partagez cette idée avec moi. D'abord, ça n'a pas eu lieu. Puis en Russie, il y avait 150 millions de paysans et 4 millions d'ouvriers. Il n'y a aucune chance que ça puisse avoir lieu. Donc ils étaient tournés vers l'Allemagne, l'Angleterre, la France, pour que ça se développe, et ça n'a pas eu lieu non plus. Donc en vérité, le stalinisme, le socialisme dans un seul pays, c'était l'idée, partout on fait des révolutions donc qui s'arrêtent au stade national. On fait un bloc avec la bourgeoisie et on fait une étape de la révolution, puisqu'on ne peut pas aller au socialisme complètement dans les autres pays, et ben on négocie avec les bourgeoisies, et on fait, c'était la théorie du Parti communiste portugais et d'Álvaro Cunhal. Il cherchait des alliés avec les autres partis de droite au Portugal, y compris contre le Parti socialiste, avec des ironies que nous connaissons malheureusement souvent. Le Parti socialiste, c'est pas un parti qui existe, 40 ans d'absence et 40 ans de banquier, tandis que nous, on était dans les prisons. Donc vous voyez le genre de querelle qui se développe et tout, et qui va être du venin
du venin au sein de la Révolution et du grand mouvement que j'espère vous avoir bien décrit tout à l'heure. Et ce venin, il va se faire à propos de l'affaire Républica. Liberté de presse ou pas liberté de presse. Et ce qui nous intéresse, ce que j'essaie de décrire, c'est vous ne pouvez pas traiter la liberté de la presse par un cas, genre interdisons CNews. Vous ne pouvez traiter la liberté de la presse et d'expression que par un projet global. Pas de concentration de la presse, pluralisme de la presse, contrôle de la presse, droit des rédactions dans la presse, contre les rédacteurs-chefs ou les milliardaires qui la possèdent. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et là-bas, ça n'est pas arrivé. Républica a été une espèce de court-circuit, liberté ou pas liberté, coup de Prague ou pas coup de Prague, qui a paralysé, divisé, et vous avez eu des manifs de dizaines de milliers, centaines de milliers parfois, de socialistes qui défendaient Républica, et vous avez des dizaines de milliers ou centaines de milliers de militants de gauche ou d'extrême gauche qui disaient non, laissez Républica au peuple. Et là, tout était brouillé du point de vue du programme, du point de vue du message et du point de vue des conséquences. Et alors là, vous avez eu la chute du gouvernement, je vais vite parce que si je vous fais les 6 gouvernements, on y sera encore tard, mais c'est là qu'on arrive en juillet 75, et où il y a le triumvirat parce qu'il n'y a plus de solution gouvernementale. Pourquoi on ne trouve pas cette solution? Pourquoi il n'y a pas une cohabitation entre les deux partis qui disent bon voilà, on va faire de cette façon-là pour avancer les réformes sociales, pour avancer le plus profondément la transformation du pays, pour nous débarrasser le mieux possible de ce qui reste de la dictature? Ben, ça n'arrive pas, La division est totale, et la division, voilà, vous allez m'entendre, la division de la gauche, c'est toujours perdant. La division de la gauche, c'est toujours un échec. Il n'y a jamais de victoire sans l'alliance, l'accord entre les partis de gauche et les syndicats. Et vous avez d'ailleurs au Portugal une discussion qui va vous étonner entre unicité syndicale et unité syndicale. Ça paraît couper les cheveux en 4. Et pourquoi? Parce que le MFA dit ah oui, droit syndical, mais un seul syndicat. Sous la dictature, c'était déjà un seul syndicat. Alors, les gens disent oui, on veut bien un seul syndicat, mais s'il est démocratique, si on élu nos délégués, si on peut s'exprimer, etc. Ah ben non, ils sont nommés les dirigeants syndicaux. Ils voulaient déjà mettre des militaires dans les soviets, alors ils voulaient bien mettre des militaires aussi à la direction des syndicats. Et donc unicité syndicale, c'est syndicat unique, contre un syndicat uni, pas la même chose, et un pluralisme à l'intérieur avec des tendances, etc., où tout le monde peut discuter, voter librement, et les tendances, le droit, le pluralisme, etc., c'est quand même la vie de la gauche. Parce que si la gauche, c'est l'expression du salariat, c'est bien pour qu'elle soit plurielle. Il y a toutes les idées dans le salariat, et on ne demande pas à quelqu'un de renoncer à ceci, sa religion, sa culture, son ancienneté, ses souvenirs, etc., pour se mettre d'accord sur un programme qui puisse être de transformation sociale. Unicité syndicale contre unité syndicale, Républica démocratique ou pas Républica démocratique, quel mot d'ordre de gouvernement après la constituante qui a donné une majorité PSPC. C'est ce qui travaille toutes les choses. Mais quand je vais aller là-bas, vous avez des articles dans le monde tout le temps ici, dans toute la presse, des télés et tout ça, sur le faux Ponomarev, sur les menaces de coups de Prague, tout ça, etc. Mais tout ça est affaibli. Et bien pourtant, malgré ça, les gens vont continuer. 6000 escudos. On veut gagner, on veut transformer nos vies. On a droit, les colonies vont être indépendantisées. Que les jeunes reviennent, ils sont tous partis par centaines de milliers dans d'autres pays, et qu'on puisse revivre le Portugal. Et donc on va arriver comme ça en octobre, plus exactement fin août, début septembre, et il y en a même quelques-uns à l'extrême gauche qui vont dire on fait un front d'unité révolutionnaire. On peut se dire ça pourrait être une bonne voie. Début d'union. Ben non. Ils excluent le PS. Donc c'est un front d'unité révolutionnaire contre le PS. C'est des bourgeois, on n'en veut pas. Ils ont la majorité de la constituante. On n'en veut pas question, etc. Et puis le PCP participe à ce front. Mais il lui-même critique. Il va se faire exclure. Alors, vous faites un front d'unité des révolutionnaires contre le PS, contre le PC, c'est-à-dire contre la majorité de l'Assemblée constituante. Le FUR ne va pas marcher. Et alors les gens vont dire, on fait grève nous-mêmes. Et c'est là qu'arrive la proximité de l'automne, d'octobre et de novembre, où les gens sont au bout, exaspérés de ne pas obtenir satisfaction, où ils vont venir séquestrer le 6e gouvernement, et où il va se passer ce que je vous ai déjà raconté, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'issue, et il n'y a plus de pouvoir, que l'armée est éclatée, etc., c'est l'armée qui va se diviser, et ça va permettre un retour, le vide n'est pas rempli,
n'y a pas d'issue gouvernementale, et par conséquent, c'est un retour en arrière et une stabilisation au détriment de toutes les revendications, dont les 6000 escudos, qui vont être juste atteintes à ce moment-là. Leçon, ne croyez jamais aux sauveurs. Ne croyez jamais à des choses comme le MFA. C'est pas l'armée qui peut exister à la place du salariat. C'est le salariat. C'est le salariat. Ceux qui ont cru dans le MFA comme des sauveurs, des guérilleros, des castristes, des machins, des gens de gauche. Parlons d'Othello de Carvalho. Othello de Carvalho, celui qui, à la fin, j'ai une phrase où je dis « Les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances ». Pour Carvalho, c'est les circonstances qui ont tranché. C'est pas là. Il s'est couché, il avait la possibilité d'orienter, de dire la Constituante a vraiment le pouvoir, il s'est rendu à la droite de l'armée. Et vous savez, ce gars-là, dans sa vie, 4 ou 5 ans plus tard, il va être gauchiste. Et il va déposer des pétards, vous savez, des petites bombes, etc. Il va être arrêté et jugé pour ça. Le gars qui avait l'armée sous son contrôle, dans une phase révolutionnaire, où des centaines de millions de gens séquestraient le gouvernement en demandant une solution, qui désarme, qui se rend à la droite de l'armée, et d'un seul coup, il dit qu'il faut faire la lutte armée 4 ans plus tard. C'est ce qu'on appelle une erreur de timing. Il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et j'en tire plein de conclusions. Il y avait une seule formule de gouvernement, c'était l'unité de la gauche, puisque la gauche avait déjà la majorité. Et d'ailleurs, même quand il y a eu retournement du 25 novembre, bon, ils ont nommé un général, puis un autre, et Henech notamment, qui lui-même a voulu se présenter à la présidentielle, et ils ont fait les législatives. On était 2 ans après le coup d'État, du 25 avril, et ben les législatives ont redonné une majorité à la gauche. Il y a à nouveau une majorité PSPC. Malgré tout ce que je vous décris, de confusion, de difficultés, etc., dans la force du mouvement et les contradictions qui l'ont envahi, contrarié et divisé. Et donc c'est que les gens cherchaient une solution. Et je me répète, l'union est la seule solution. N'opposez pas les partis de gauche entre eux. Les partis de gauche sont générés par le salariat. Le salariat est forcément pluraliste. Il a des philosophies différentes, des religions différentes, des expériences différentes, des pratiques différentes. Mais c'est le salariat qui est la force sociale révolutionnaire. C'est lui qu'il faut unifier si on veut pouvoir gagner. Il faut obtenir une majorité de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Et elle était possible au Portugal. Le salariat ne faisait que ça, frapper à la porte. Trouvez-nous une solution, trouvez-nous une solution. Nous sommes en mouvement depuis 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois. Et nous sommes en grève et nous avons tout changé dans nos vies. Alors, quelle est la solution? Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne peut pas vivre aujourd'hui, je vous le dis, là je passe d'un seul coup brutalement à l'actualité. On ne peut pas vivre sans NUPES. Vous ne pouvez pas vivre sans union de la gauche. Il n'y a pas d'issue sans union de la gauche. Ah oui, mais il y a des gauches molles et des gauches dures. Oh, qu'est-ce que ça fait 60 ans que je milite, j'ai entendu ça tout le temps. Plus gauche que moi, tu meurs. Il y en a toujours un qui est pas assez à gauche. Alors je suis contre lui. Il y a le réformisme, moi je suis révolutionnaire. Alors j'ai pris l'habitude de dire qu'il ne faut pas séparer ceux qui se disent réformistes de ceux qui se disent révolutionnaires. Parce que mon expérience m'a fait vérifier, et ce fut le cas au Portugal, que des gens qui étaient très réformistes au début sont devenus très révolutionnaires. Et que j'ai vu des gens très révolutionnaires devenir très réformistes. Et que ce n'est pas l'étiquette qu'on se donne qui compte, c'est le fait qu'on agisse ensemble. Là, c'est comme pour un marathon, il y a beaucoup de monde, sinon il n'y a pas de marathon. Vous connaissez des dizaines de milliers de personnes, ils courent. Dedans, mettez les réformistes et les révolutionnaires ensemble. Si les révolutionnaires sont meilleurs, ils gagneront dans les derniers kilomètres. Ils n'ont pas besoin d'avoir une étiquette en partant en disant « c'est moi le révolutionnaire, vous allez voir ce que je vais vous faire ». Et « oh toi t'es qu'un réformiste, tu ne vas pas faire plus loin que le 10e kilomètre ». Ça c'est préjugé là-dessus. Tandis que si vous mettez réformistes et révolutionnaires dans la même course, dans le même marathon, alors il se passe quelque chose. Sinon il ne se passe rien après tout. En toute ma vie on m'a dit « il faut dénoncer les réformistes ». Mais j'aime les réformistes. On m'a dit, ouais, il faut être révolutionnaire. J'aime les révolutionnaires. La preuve du pudding, c'est quand on le mange. La preuve, c'est ce qui se fait dans l'action. Et l'union, c'est l'action, et l'action, c'est l'union. L'union fait la force. La force ne fait pas l'union. L'union a besoin de pédagogie, d'écoute, d'expérience.
de discussion, d'étude de l'histoire, de comprendre comment sont les mécanismes de transformation sociale. Et cette union-là, elle reste à bâtir. Pour nous, c'est la question principale. Parce que sinon, si en France demain, comme je le crois, c'est ma foi, il y aura un autre mouvement social, ils ne peuvent pas faire tant d'inégalités. Ils ne peuvent pas s'en prendre aux chômeurs comme ils s'en prennent aux chômeurs. Ils ne peuvent pas s'en prendre à la santé comme ils s'en prennent à la santé. Ils ne peuvent pas s'en prendre à l'école avec les groupes de niveau comme ils s'en prennent à l'école. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont encore resserrer la vis et qu'ils ne toucheront pas aux impôts des riches et aux impôts du CAC 40. Ils ne peuvent pas dire ça éternellement sans que ça n'explose. Aucune société n'a subi cela sans exploser. Donc je postule que cette explosion aura lieu. Mais s'il n'y a pas d'union, nous aurons tout un 25 novembre dès le début, avant d'avoir commencé. D'ailleurs, tout le monde dira, mais quel gouvernement ? Ah, mais je ne gouverne pas avec toi, t'es mou. Ah, mais je ne gouverne pas avec toi, t'es sectaire. Ah, mais je ne gouverne pas avec toi, parce que tu n'as pas la même position exactement que moi, à le même jour sur Gaza. Ah, mais je ne gouverne pas avec toi, parce que non seulement tu es pour l'indépendance de l'Ukraine, et tu es pour quand même les aider, mais tu n'es pas assez précis dans l'aide que tu veux leur apporter. Donc quand vous mettez des conditions comme ça pour gouverner, vous tuez le mouvement de masse avant que celui-ci ait commencé. Et j'espère que, je vais finir parce que je suis long déjà, mais j'espère que en faisant des navettes entre la Révolution portugaise et la situation française, je vous dis quelque chose d'actuel. Je vous dis que, il faut avoir confiance dans le mouvement des masses, dans le salariat. C'est lui la force sociale. 2, méfiez-vous de tous les gourous, de tous les chefs, de tous les autoproclamés, de tous ceux qui veulent décider à votre place. Il y a des gens qui disent, oui, mais un tel, il construit la gauche par le haut. La gauche, ça ne se construit jamais par le haut. C'est toujours par en bas. Toujours par en bas. Oui, mais il faut un programme. Attendez, pour ce qui est de la France, on a quand même cette particularité, c'est que dans le temps, on nous disait la gauche ne peut pas s'unir parce qu'elle n'a pas de programme commun. Maintenant, on a un programme commun, on ne s'unit pas. Le programme de la NUPES est signé par tout le monde. Il a été discuté en 13 jours, 13 nuits. C'est pas une histoire électorale. Il y a 650 mesures dedans. Vous prenez quelques-unes de ces mesures, 32 heures au hasard. 60 ans. Le SMIC à 1 600 €. Voilà. Pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Allez, pas plus de 5% de non-CDI par entreprise. Allez, plus de 50% d'énergie renouvelable. Allez, 6e République, c'est donc... Moi, je vous prends 6 points du programme, ils sont tous révolutionnaires. Ils valent bien les 600 escudos après lesquels les Portugais couraient à juste titre. On a un programme, il n'y a pas d'union alors qu'il y a un programme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous me direz, mais alors, on ne sait plus, programme, union. Mais un programme, il n'a de valeur que dans la mesure où il incarne une union. Parce que sinon, c'est une Bible, on la garde dans sa poche, on l'achète, on la lit, puis on la range. Le programme, il n'a de valeur que par le périmètre d'adhésion qu'il suscite. On a un programme. On a un salariat. En France, le salariat, celui qui vend que sa force de travail à vendre, le salariat, il est 90% des actifs. Alors, je l'ai dit déjà, mais je voudrais vous faire réfléchir à ça. Au Front populaire, 36, dans nos mémoires, historiques ou vécues, ou souvenirs ou transmises, ils sont transmises maintenant. Hein. Bon. Mais le Front populaire, le salariat était minoritaire. Il y avait 3 millions de salariés en 1910 en France. Il y était 7-8 millions peut-être, en 1936. Mais la majorité était paysanne, commerçante, artisane, individuelle, indépendante. En 1945, la libération, le salariat est encore minoritaire. 45% de salariés. C'est d'ailleurs pour ça que les indépendants ne s'adhèrent pas à la sécurité sociale. Parce qu'ils disent, oh ben non, elle ne va pas être assez solide pour nous. Donc ils ne veulent pas faire confiance à la sécurité sociale. Mais le salariat qui est de 45% des actifs à la libération, il est 90% des actifs aujourd'hui. Les indépendants, à tel point que Macron essaie de recréer des indépendants. Ça s'appelle auto-entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vous recrée des sans droit, des sans loi, des sans statut. Je vous les vire du salariat, puis je vous les vire du chômage. Mais ils sont 10%. Ah, Macron a peut-être fait reculer un peu le salariat. Au lieu de 90% des actifs, c'est peut-être
88, 87, on ne sait pas bien, mais c'est secondaire comme question. Il ne réussira pas à renverser le salariat. Et le salariat est plus fort. Il n'y a même pas besoin, comme on me disait dans le temps, de faire un front de classe ou une unité de classe. Parce que la classe, elle est absolument majoritaire. Il suffit seulement qu'elle prenne conscience de sa force. Ah, ce n'est pas un petit travail. Mais ce petit travail, pour qu'elle prenne conscience de sa force, il exige l'union. Parce que si vous avez 5 points de vue qui viennent vous dire ceci, blablabla, elle ne prendra pas conscience de sa force. D'où l'union politique, l'union syndicale. Et quand il y a une union syndicale, parce que j'en ai entendu des gens qui avaient un avis, qui me disaient la CFDT ne négocie que le poids de ses chaînes. Je leur disais respecte la CFDT. Moi je suis CGT, mais respecte la CFDT. Ah bon, pourquoi? Mais tu vois bien qu'ils sont mous. Bah oui, mais quand il y a eu l'intersyndicale sur la question des retraites, et qu'il y avait tous les syndicats, on était plus forts. Union, union, union syndicale, union des associations, union des partis, avec un programme, pour arriver à ce qu'une révolution, comme la révolution portugaise, gagne.